Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Aujourd'hui, on va s'intéresser au demi-tour à Igari, c'est-à-dire les instants qui ont suivi la disparition de l'avion. Et on va voir qu'il y a des choses très intéressantes que l'on peut tirer justement des rapports officiels sur ce fameux demi-tour. Voilà. Donc pour rappel, on avait la dernière position de l'avion, donc ici la dernière position ADSB, à 17h20 et 34 secondes, travers du point Igari. Ce que l'on remarque, c'est que la trajectoire passe à l'intérieur en fait du plan de vol, c'est-à-dire travers Igari. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'avion est en pilote automatique en mode LNAV. Et en mode LNAV, le survol du point Igari est fait selon ce que l'on appelle un fly-by, c'est-à-dire que on ne va pas passer directement sur le point de navigation. L'avion va anticiper le virage de façon à intercepter la trajectoire suivante. Et c'est pour cela qu'on a justement un point qui est non pas vertical du point Igari, mais un peu à côté. C'est tout à fait normal. Alors ce qui est intéressant, c'est la trajectoire radar qui a été tirée des radars primaires, notamment des radars militaires. Et comme on voit sur cette image-là, donc on a le passage du point Igari, on a un point d'entrée qui est déterminé, qui est le point à partir duquel on estime que l'avion a débuté son virage à gauche. Et donc le moment auquel l'avion a quitté la route de son plan de vol. Et on a un exit point, c'est-à-dire un point de sortie. Ce point, c'est le point où on estime que l'avion a terminé son demi-tour et qu'il a stabilisé sa trajectoire. Voilà. Donc, ces deux notions de entry waypoint et exit waypoint sont très importantes parce que ce sont ces points-là qui vont être utilisés lors de l'enquête pour essayer de déterminer si ce virage a été fait en mode automatique, sous pilote automatique, ou alors en pilotage purement manuel. Ce que l'on peut remarquer, c'est la trajectoire radar que l'on peut voir, qui est tracée justement. On voit qu'il y a une cassure qui est très nette en fait, et c'est ce qui a fait dire à beaucoup de gens que ça ne pouvait pas être le MH370 qui avait fait un virage aussi serré, c'est impossible. Mais en fait, ce qu'il faut voir dans cette image radar, c'est qu'en fait, le radar, avant qu'il se rende compte que l'avion a tourné, il va continuer à projeter la position de l'avion par rapport à son dernier cap et sa dernière vitesse. Et il va faire donc des estimations sur la prochaine position. Et lorsqu'il va avoir confirmation que l'avion a bien tourné, qu'il est en fait à gauche de ce que le radar pense qu'il est, eh bien il va recaler la route, d'où cette impression d'avoir un virage qui est très serré alors qu'en fait c'est juste du traitement radar. Alors on va étudier les différents scénarios qui ont été publiés dans le rapport officiel malaisien. Mais avant ça, il y a deux notions à comprendre avant de pouvoir comprendre un peu toutes ces données-là. Il y a ces notions de rayon de virage et de taux de virage. C'est extrêmement important de comprendre ça parce que vous allez comprendre que c'est sur ces éléments-là que l'on va pouvoir déterminer qu'à ce moment-là, l'avion n'était très certainement pas, ou même ça c'est certain, n'était pas en pilote automatique. Et donc c'était du pilotage manuel lors de ce demi-tour. Alors la notion de rayon de virage, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en quelque sorte, c'est l'espace que va prendre l'avion pour faire ce virage. Donc je vous mets ici deux exemples avec un Rafale qui fait un virage à 350 nœuds et un autre qui fait à 450 nœuds. Dans les deux cas, on va considérer qu'on a strictement la même inclinaison pour pouvoir comparer les choses comparables. Tout d'abord, le virage à 350 nœuds, on remarque qu'il se fait sur un rayon de virage plus petit, c'est-à-dire qu'il va délimiter un cercle plus petit que pour le cas avec la vitesse à 450 nœuds. C'est tout à fait logique, c'est-à-dire que plus vous avez une vitesse faible, plus votre rayon de virage sera faible. Et plus vous avez une vitesse élevée, plus votre rayon de virage sera élevé, et donc ça va prendre plus de place dans l'espace pour pouvoir faire ce demi-tour. Ensuite, il faut également prendre en compte
l'impact du vent. Si vous prenez ici donc dans les deux avions qui ont la même vitesse, la même inclinaison pour le virage, vous avez dans les deux cas un rayon de virage qui est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas du haut, j'ai pris un vent nul, donc vous allez avoir un virage relativement normal. Par contre, avec un vent de travers, notamment qui pousse vers l'intérieur du virage, eh bien on se retrouve avec un rayon de virage qui est plus faible que si on n'avait pas de vent. Donc il faut également tenir compte de la composante du vent dans ce virage, mais également pendant toute la durée du virage. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je vois que maintenant, je pense que vous avez compris ces notions-là qui impactent le rayon de virage. On va parler maintenant du taux de virage. Le taux de virage, ça s'exprime en degrés par seconde. C'est le nombre de degrés que l'avion va prendre pendant le virage par seconde. Bien entendu, plus vous avez une inclinaison qui est importante, plus votre avion va virer serré. Et donc vous allez avoir un taux de virage plus important. Ici, j'ai pris des valeurs totalement arbitraires avec un avion qui vole à 450 nœuds. Dans le premier cas où on a une inclinaison à 20 degrés, on va dans ce cas-là faire un virage à 60 secondes. C'est 60 secondes pour faire notre virage à 180 degrés. Si par contre on prend une inclinaison à 90 degrés, bien là on peut très bien descendre un temps de 7 secondes pour faire ce demi-tour. Donc l'inclinaison, elle est aussi également très importante pour comprendre ce que nous allons voir sur le MH370. Alors pour illustrer ceci, eh bien, on va regarder justement quelques vidéos d'avion. Voici un F-16 qui est en démonstration et on va voir qu'il va faire un virage très serré, donc il a de la vitesse, il tire à fond sur le manche, pleine puissance, et il a un rayon de virage qui est relativement serré parce qu'il tire à fond, et également un taux de virage qui est important parce qu'il est à une vitesse qui est optimale pour ce type de virage. Il faut savoir qu'un avion a une vitesse précise qui lui permet d'obtenir le meilleur taux de virage, et c'est justement ce que l'on voit dans cette vidéo. Sur ce passage, on va avoir un F-16 là encore, et qui va faire un virage à basse vitesse. Donc à basse vitesse, on va avoir donc un rayon de virage plus faible, mais un taux de virage, comme vous voyez, l'avion il tourne plus lentement. Certes, la distance qu'il parcourt au sol est plus faible, mais la vitesse, le taux de virage étant plus faible, l'avion met un peu plus de temps à faire son demi-tour. Là, il est en phase d'accélération, il continue d'accélérer, donc son taux de virage va augmenter progressivement, et son rayon de virage augmente également, parce que la vitesse augmente. Et il va se rapprocher justement de la vitesse optimale pour avoir le meilleur taux de virage. Et là, vous voyez que à la verticale, l'avion combat la gravité, donc son rayon de virage diminue lorsqu'il monte, et dans la descente, vu que la gravité l'aide à accélérer, sa vitesse augmente, son rayon de virage augmente. Tout est lié, vous voyez qu'il y a également la gravité qui entre en compte également dans ces paramètres-là. Alors vous allez me dire, pourquoi utiliser des images d'un F-16 alors que l'on va parler d'un Boeing 777? Eh bien tout simplement parce que ces paramètres que je viens de vous expliquer sont bien plus faciles à observer, comme je viens de vous le montrer en vidéo sur un avion de combat qui fait de la voltige, plutôt que sur un Boeing. Voilà. C'est tout simplement plus simple à voir tout ça. Revenons à notre MH370. Cette fois, on est sur le rapport final malaisien, et dans ce rapport, vous avez en page 276, vous avez différents scénarios d'études du fameux demi-tour après Higari, ce que nous allons étudier ici. Vous avez à chaque scénario qui a été testé en simulateur les conditions justement de vol en termes de carburant, de masse avion, de vitesse également, les conditions du simulateur, notamment en termes de pilote automatique et de ce qu'on appelle l'auto-throttle, c'est-à-dire l'automanette qui gère la puissance et qui permet de maintenir la vitesse. Et vous avez les entry waypoint et exit waypoint qui ont été rentrés de façon à essayer de reproduire
le virage qu'a fait le MH370 à ce moment-là, donc ce fameux demi-tour, et d'essayer de faire passer l'avion donc au début à l'entry point et en sortie à l'exit point. Voilà. Donc vous avez plusieurs scénarios, on va les résumer un peu, bon là vous avez tout qui est détaillé dans le rapport, hein. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce fameux tableau qui va résumer un petit peu les 6 scénarios auxquels qui ont été testés sur simulateur. Le premier scénario, donc on retrouve la vitesse seule qui a été utilisée, 475 nœuds, le pilote automatique était engagé. Il n'y a pas eu de points justement additionnels qui ont été créés. Là, je passe sur ce détail-là, c'est pas ce qui va nous importer ici. On a le bank angle, c'est-à-dire l'inclinaison qui est de 26 degrés dans ce qui a été testé, à savoir que le Boeing 777 en pilote automatique ne dépassera pas 25 degrés d'inclinaison. Donc ils ont pris 1 degré de plus pour prendre certainement un peu une marge haute. Voilà. Donc ça c'est un détail important parce que on sait que l'avion, dès l'instant où il est en pilote automatique, il ne peut pas incliner plus de 25 degrés. Et dans ce premier scénario, ce qui a été testé en simulateur, c'est que l'avion systématiquement overshootait le point de sortie estimé, c'est-à-dire le point de fin du demi-tour. Donc dans ces conditions-là, l'avion ne pouvait pas avoir effectué ce virage en pilote automatique. Dans le deuxième scénario, on a des paramètres assez similaires. Ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a un point supplémentaire qui a été rajouté pour forcer l'avion à continuer un peu le virage. Voilà. Et on a toujours cette limitation de 26 degrés, donc 25 degrés en pilote automatique. Et là, on a un passage du point de sortie à 2 minutes et 45 secondes. Le problème, c'est que ce qui a été observé sur les données radars, c'est que le MH370 a fait ce demi-tour en 2 minutes et 10 secondes. Donc on voit qu'il y a 30 secondes de plus que ce que l'on observe dans ce scénario numéro 2. Le scénario numéro 3, là cette fois, ce qui a été décidé, c'est de diminuer la vitesse à 425 nœuds en vitesse sol, de façon à, souvenez-vous, j'ai dit, de diminuer la vitesse de l'avion, ça permettait éventuellement de le rapprocher vers une vitesse qui lui donnait potentiellement le meilleur taux de virage. Et là, on a une inclinaison à 28 degrés. Ça veut dire que dans ce cas précis, l'avion n'a pas été piloté en pilote automatique. On dépasse la limite de 25 degrés d'inclinaison du pilote automatique. Et malgré cela, on est à un temps de virage de 3 minutes et 3 secondes, c'est-à-dire presque 1 minute de plus que ce qui a été observé. Le cas numéro 4, c'est pareil, on a également diminué la vitesse. Cette fois, on est resté à 23 degrés. Voilà. Et là aussi, on obtient un temps de virage de 3 minutes et 30 secondes. Les deux derniers scénarios, là, on a des inclinaisons de 30 et même 35 degrés. Et ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout dans le cas d'un vol sous pilote automatique. Vous avez un cas de vitesse à 475 nœuds et l'autre à 425. Et bien malgré ça, on a des temps de virage qui sont de 2 minutes 40 secondes et 2 minutes 28 secondes. Les enquêteurs n'ont pas réussi à reproduire le temps du demi-tour du MH370 en simulateur. Donc ça pose question. La première question qu'on peut se dire, c'est est-ce que les données radar sont valides? Moi, je pense qu'elles le sont. Il n'y a pas de raison. Néanmoins, il y a un scénario qui n'a pas été testé par les enquêteurs. Ça, ce n'est qu'un point de vue personnel. Mais dans tous les cas, on est sur un demi-tour qui est fait en palier, c'est-à-dire sans perte d'altitude. Or, si on joue sur le plan vertical, si on fait descendre l'avion ou monter l'avion, on peut jouer sur le rayon de virage, mais on va jouer également sur la vitesse. Et ça, c'est un point qui n'a pas été testé, justement, et ce que je trouve bien dommage. Hein. Voilà. Par contre, ce que je peux déjà un petit peu parler, pour vous donner un peu mon avis personnel, moi je pense que l'avion, à cet endroit-là, a fait un virage en descente. Pourquoi ? Bien quand vous regardez cette image-là, c'est une image qui est issue d'un manuel de l'US Air Force sur le F-16 qui décrit les manœuvres de base de combat aérien en F-16. Il y a une manœuvre qui est très intéressante,
et qui peut parfaitement s'appliquer à un Boeing 777, alors bien sûr avec des vitesses et des capacités très différentes, c'est le slice back. Le slice back, c'est quoi? C'est tout simplement un virage à 180 degrés qui est effectué en descente. L'intérêt en combat de cette manœuvre, c'est de minimiser le temps de virage et donc de diminuer le temps du 180. Donc on obtient un meilleur taux de virage et d'optimiser l'énergie, c'est-à-dire de ne pas trop perdre d'énergie. Or, on sait que le MH370 est descendu au niveau 300, aux environs du niveau 300, mais à quel moment, ce n'est pas toujours très clair. Donc, moi je pense que le MH370 a fait un virage en descente, en pilotage manuel. Le pilote automatique n'aurait pas permis d'avoir, même dans ces conditions-là, selon moi, un taux de virage qui permette d'expliquer un temps de 2 minutes et 10 secondes. Donc, mon avis sur ce demi-tour, c'est que l'avion était piloté. C'est déjà un avis qui est partagé par l'équipe d'enquête dans le rapport final malaisien. Donc, ils ont la confirmation que l'avion n'était pas en pilote automatique. Ça, c'est un détail qui est extrêmement important parce que ça rajoute encore des arguments sur un acte volontaire. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce demi-tour ne serait pas non plus une volonté de l'équipage de faire demi-tour pour rejoindre la Malaisie suite à une défaillance technique? Alors, dans la vidéo précédente que j'avais faite, où on abordait le cas de la panne radio et du panne transpondeur, c'est quelque chose qui est très peu probable, mais est-ce qu'on n'aurait pas une autre défaillance plus grave, que ce soit une défaillance électrique, que ce soit éventuellement une dépressurisation ou une panne moteur? La question mérite d'être posée. Mais ce qui interpelle, pour moi, et ce qui pour moi invalide justement le cas d'une défaillance technique, c'est le fait que le demi-tour est intervenu très vite après la perte du contact radio et radar, dans les quelques minutes qui ont suivi. Et ça interpelle. Pourquoi? En effet, dans la réalité, quand un équipage est confronté à une situation d'urgence, il va devoir d'abord piloter l'avion, mais surtout dérouler tout un tas de checklists et de procédures de façon à paramétrer l'avion pour faire face à la défaillance qu'il rencontre. Et ce genre de checklist, ça peut prendre plusieurs minutes à les dérouler. Donc généralement, ce que font les pilotes, c'est qu'ils maintiennent leur avion au pilote automatique, si tant est que le pilote automatique est disponible, sur la trajectoire de vol, et ils déroulent les checklists en restant sur la route prévue au plan de vol. Il est quand même très très rare que des équipages fassent un demi-tour aussi brutalement, aussi vite, sans avoir déroulé les checklists correspondantes à la panne. Donc, c'est ça qui justement pour moi interpelle et me laisse penser que ce demi-tour, il n'est pas anodin. On a une rupture brutale des communications radio, une perte du transpondeur. Ces deux pannes, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on a du mal à les concevoir du point de vue technique, si ce n'est de soupçonner un acte volontaire. Est-ce que là, ce demi-tour ne serait pas aussi un acte volontaire qui confirmerait un détournement de l'avion? C'est l'hypothèse que je privilégie. Pour autant, on n'est pas sur des preuves, on est plutôt sur des suppositions, mais les coïncidences que l'on rencontre sont quand même assez troublantes et vont vraiment, selon moi, dans ce sens. Alors, il y a une piste qui a souvent été évoquée, c'est le cas de la dépressurisation, pour expliquer que l'équipage ait pu faire demi-tour aussi vite. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, si l'équipage a décelé cette dépressurisation, pourquoi n'est-il pas descendu comme c'est prévu dans la procédure? Le scénario de la dépressurisation fera l'objet d'une vidéo dédiée que je ferai ultérieurement, justement, parce qu'il y a pas mal de questions à répondre là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce demi-tour. Dans la prochaine vidéo, on va continuer l'analyse de la trajectoire radar de l'avion lors du survol de la Malaisie, où là encore il y a des choses qui sont relativement troublantes. Je vous dis à bientôt.